l'histoire algérienne, c'est surtout la ferme dans laquelle j'ai vécu. Mes parents avaient une ferme, et dans le fond, j'y suis arrivé à ma naissance. Je suis né à Oran pour des commodités de clinique, si tu veux, parce que maman risquait d'avoir un accouchement difficile. Mais j'ai toujours été dans cette ferme, et elle s'est emparée de moi. Et tu sais que quand on est enfant, qu'on vit sous des grands arbres, qu'on court partout, qu'on a la chance d'avoir un vélo pour aller jusqu'au bout de l'allée, enfin, c'est une vie merveilleuse. Et on était dans une ferme en plus pleine d'enfants, de toute culture. On s'entendait très bien, on courait partout, on faisait des bêtises, on allait à la ferraille chercher des vieilles assiettes cassées pour jouer à la maison. Enfin, on a eu une enfance extraordinaire, et surtout à la ferme. Quand je suis allée à l'école du village, qui était tout près, c'était à 2 kilomètres, j'étais une petite étrangère, j'étais une petite... La petite blonde, la petite française. Il y avait quelques blondes quand même. Oui, oui. Française à Mercier-Lacombe était un gros village. Oui, oui, merci d'évoquer. C'est Mercier-Lacombe qui s'appelle aujourd'hui Sfezef. Le jujubier. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un jujubier géant à Mercier-Lacombe qui porte le nom d'arbre de fer et qui fait partie du folklore de Mercier-Lacombe. Voilà. Donc quand je suis arrivé à l'école, moi j'étais perdu au milieu de toutes ces petites filles qui connaissaient déjà les codes, non pas de la ville, mais les codes du village, qui étaient des citadines. Tes parents ont cette ferme, que font-ils à Mercier-Lacombe? Ils sont propriétaires, et c'est une ferme qui date de mon arrière-grand-père, qui était boucher à Bélabès, et qui a eu certainement les moyens d'acheter des terres. Alors je pense, d'après les papiers qu'on a, ce sont des terres achetées. Mon grand-père s'est installé ensuite, il avait 3 fils, et il a donné la ferme à gérer à son fils aîné, mon père, et à son fils cadet, le père de la fameuse Mouchka de Terre-du-Vent. Donc voilà ce que j'étais. Du côté de mon arrière-arrière-grand-père maternel, c'est ce qu'on lit dans le premier convoi, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans ce premier convoi, que j'appelle par ailleurs, à un certain moment, le Mayflower des Français d'Algérie. C'est la première arrivée, enfin il y avait eu déjà avant. Et mon grand-père paternel, il a dû arriver en 78 à peu près, à un moment où on a commencé à se dire dans les campagnes françaises que de partir en Algérie, c'était peut-être pas une mauvaise idée. On savait que l'arrière-grand-père était arrivé par le premier convoi, donc ma sœur a fait quelques recherches généalogiques, j'ai repris ces choses, et quand je suis tombé sur Internet, sur la documentation de ce voyage, parce qu'il y a une documentation formidable, il y a des gens qui ont écrit leur journal, il y a des officiers qui ont raconté ce qui se passait, c'est vraiment une très belle documentation, et je me suis dit, mais ça, il faut que je le raconte. Dans le fond, c'est très bien. C'est ton histoire, mais c'est l'histoire collective. L'histoire se fait à l'envers, mais tant pis. L'enfance, la guerre, le retour et la préhistoire. Voilà, ça fait une quadrilogie. Et sur la question du premier convoi, qui date de 1848, oui. Ça permet de rétablir une vérité, en tout cas d'inscrire la réalité de ce qu'on appelait des migrants, en fait, qu'on a envoyés en Algérie. Oui, et qui connaissaient rien. À l'Algérie. Ils partent en disant on va se marier avec des bédouines, tu vois. Ils s'attendent à rencontrer des animaux sauvages. Quoique, il y en a encore. Au Oran, il y en avait encore. On a une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre, d'un lion qui est venu jusqu'à Saint-Cloud. Il n'est pas resté longtemps, il a été tiré très vite, surtout qu'il y avait un stationnement militaire, donc... Michel, on précise pour les gens qui vont nous entendre, c'est pas Saint-Cloud dans le 92. Hein. Non, voilà, à Saint-Cloud d'Algérie. À Saint-Cloud d'Algérie, qui est une petite bourgade près d'Oran. Ce qui était intéressant aussi, comment ces révolutionnaires, car ce sont des révolutionnaires, les gens qu'on envoie, ce sont soit des gens qui ont été sur les barricades, soit des gens que la misère a aussi poussé à être sympathisants de ces émeutiers, puisque c'était la grande émeute de 48 où on a tué un archevêque, enfin ça a été... Et qui a été suivi d'une répression, à l'époque on rigolait pas, hein. Toute personne qui était soupçonnée d'avoir participé à la... était passé par les armes. C'était des gens, c'était des bourgeois. Le gouvernement de l'époque, c'était la Deuxième République, relativement idéaliste. Dans le convoi, dans le livre, il y a le personnage de Lamartine, qui est plutôt un idéaliste de bonne aloi.
Et ils cherchaient quoi faire avec ces pauvres gens. C'est le début du capitalisme. La misère est terrible parce qu'il n'y a plus les structures archaïques et on n'a pas encore la moindre protection sociale. Et on se retrouve avec une frange de la population dont on serait bien content de mettre, d'éloigner. Oui, alors ils avaient eu des émeutes, parce que le souvenir de la Révolution française est resté. Il y a eu des tas d'émeutes, et chaque fois des répressions sanglantes. Et c'est la même armée que celle d'Algérie, hein. C'est Bugeaud, c'est Cavaignac. Quand cette émeute a été réprimée, les députés se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On a conquis ce pays qui ne nous sert à rien, on va les envoyer là-bas. Puis ils feront fructifier la terre, et on a fait miroiter aux yeux des gens un pays magnifique où il suffisait de tendre la main pour cueillir, je sais pas quoi d'ailleurs, des oranges. Un pays de cocagne. Oui, non, plus des ananas et des bananes, enfin bon, n'importe quoi. Et un pays de cocagne. Il devait y avoir quelques endroits où ça devait marcher, parce que j'ai vu que Miserguine et les oranges de Miserguine existaient déjà. Donc il y avait des régions... bon. Et ils sont arrivés, les pauvres, bien entendu. En plus, on ne les a pas envoyés dans les régions qui étaient déjà peuplées et où il y avait une certaine agriculture. C'est une colonie de peuplement. Oui. Même pas de repeuplement, c'était de peuplement. Non, de peuplement. Quelques agriculteurs, quelques bergers, et dans les villes, c'était des Turcs. Des Turcs, des Juifs, commerçants. Voilà, bon. Donc ils sont arrivés, on les a en plus débarqués dans des lieux un peu sauvages. Et ils se sont retrouvés au milieu des palmiers nains et de régions à défricher. Et grande déception, on leur avait dit, vous aurez des petites maisons, vous serez propriétaires. Ils sont arrivés, on les a mis sous des tentes à 40 ou 50 sous une tente, enfin par famille. Et les maisons ont mis 2 ans à être construites. C'est extraordinaire cette histoire. La question c'est comment, de révolutionnaires, de crève-misère, on arrive à devenir ensuite des colons bien assis, et dont beaucoup ont dit qu'ils étaient prétentieux. Bon, on n'a jamais dit ça de mon père. On m'a toujours dit, ton père, on l'estimait, c'était quelqu'un de bien, il était juste, il était honnête. Bon, tout le monde n'était pas comme ça. On m'a cité des noms du village aussi, qui chaque fois qu'ils pouvaient ne pas payer les ouvriers, ne les payaient pas. Enfin, mon père était un juste de nature, si tu veux. Donc, puis il n'était pas violent non plus. Qui se voyait rester en Algérie, pour lequel l'Algérie était son pays d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, quand il y a eu les accords d'Évian, et qu'il a été dit que les gens qui travaillaient en Algérie pourraient rester, etc., il a pensé qu'ils pourraient rester. En 63. On a nationalisé la ferme, donc il a dit, j'ai plus rien à faire, il est parti. Il n'est jamais retourné. Jamais. Mais l'Algérie est devenue tabou dans son esprit. Comme beaucoup d'ailleurs, il a complètement rejeté ce souvenir d'Algérie. Sauf au moment de sa mort, où il était dans une maison de retraite, où on voulait absolument l'envoyer à la messe, etc. Il disait, non, je suis musulman, je ne veux pas aller à la messe. Donc il avait encore quelques souvenirs d'Algérie. C'était une souffrance. C'était d'avoir adoré. On a aimé ce lieu, tu peux pas savoir. Oui, on le lit, on le comprend dans un certain nombre de tes livres. Oui. Dans Terre du Vent, je raconte comment, même toute petite, je sentais en résonance les occupants qu'il y avait eu avant, ou peut-être qu'il y aurait après aussi, de ce pays. J'avais l'impression d'être dans une continuité, et pas du tout la reine de cette région. Je dis à un moment, Terre du Vent, terre prêtée le temps d'un songe. C'était ça, j'avais l'impression un peu d'être de passage aussi. Et dans Terre du Vent, je le raconte d'ailleurs, j'invoque toutes sortes de présences, dont certaines inventées d'ailleurs, mais c'était très magique comme endroit. Peut-être aux yeux d'un enfant, c'était très magique. Il y avait d'immenses arbres, tu sais, des filao, Mucasuarina, qui abritaient tout ça, qui faisaient du bruit tout le temps, on les entendait. C'était féerique. Puis on est tout petit, donc tout te semble beau. Tu vois un caillou qui brille au soleil, tu penses que c'est un diamant. Enfin, j'ai un souvenir magique de ce lieu. Et quand je suis partie, à 10 ans, à Oran, pour faire du latin, j'ai été très malheureuse. Je n'ai pas du tout trouvé Oran magique. Et, tu vois, bon.
À 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, tu vas de l'école à la maison, de la maison à l'école. Hein. Donc c'est pas... Là, on t'a arraché presque de ton univers magique, en Oui, fait. oui, De tes amis, oui, de tes... de mes amis, de mes jeux. Mais enfin bon, ça n'allait pas continuer non plus très longtemps. Tu évoquais tout à l'heure l'importance des décors et les arbres, la place des arbres dans ton histoire, dans ton récit. Oui, très important les arbres. Mais je suis très sensible aux arbres, je pense que beaucoup de personnes le sont. Mais tu vois, là, il y a un arbre devant ma fenêtre, j'ai aussi l'impression d'être en communication avec lui. C'est très apaisant, c'est très beau les arbres. Et quand je suis retourné en Algérie, puisque je suis retourné en 2015, juste avant qu'on apprenne que mon mari était malade, j'ai été assez ému justement de voir la présence de tous ces arbres qui n'avaient pas été arrachés, et qui étaient là et qui continuaient à survivre parce qu'ils étaient bien vieux quand même. Et on les sent, hein. Moi j'étais là, bon, peut-être de l'imagination, mais j'étais là, mais j'ai l'impression qu'ils me disaient ah te revoilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le livre Les arbres ne nous oublient pas, parce que plein d'histoires avec les arbres, parce qu'en allant à Oran et en allant sur la place de la Poste, là, je sais pas comment elle s'appelle maintenant, il y avait de très beaux ficus et ils les ont replantés, ils sont petits maintenant. Et j'ai vraiment été toute déçue de ne plus voir cette végétation foisonnante. Tu gardes un souvenir particulier du départ d'Algérie? Mais non, puisque je suis partie avant. Moi, je suis partie à 15 ans. Je le raconte quelque part. J'arrive pour m'inscrire à la Sorbonne et je vois les journaux. Et sur les journaux, je vois un truc qui me saute à la figure. Émeute sanglante en Algérie. Toussaint sanglante en Algérie. Je suis arrivé au moment où la guerre a été... Enfin, oui, disons la guerre quand même. La guerre d'indépendance a commencé. Parce que j'ai vu arriver mes sœurs, mes grands-mères, etc. Mais moi, je n'ai pas eu de départ. Je n'allais plus en Algérie que de temps en temps pour l'été, passer 15 jours à la plage, pour Noël, aller danser. Mais l'Algérie restait toujours ton pays d'attache. Oui. Tu retournais toujours en Algérie. C'était le pays de mes parents quand même. Donc c'était quand même mon pays d'attache. Et quand je partais là-bas, les jeunes filles d'Oran me disaient « Ah, tu pars en Afrique, tu vas voir des lions !» Alors quand je suis retourné dans cette ferme, en plus, j'ai retrouvé des tas de traces d'amis algériens que j'avais eus. Alors il y a la photo d'un ami que j'ai retrouvé, avec qui on a évoqué tous les souvenirs. Il se souvenait quand il était petit qu'il s'accrochait derrière la carriole quand elle revenait du village et que la grosse cuisinière de la ferme leur donnait des fessées. Je voulais garder ça comme souvenir. Et puis j'en ai vu d'autres alors qui étaient des enfants ou des petits-enfants de gens que j'avais connus. C'était très émouvant ça aussi. Cette démarche, tu l'as faite pour montrer à ton mari aussi ton pays ou c'était un besoin, un moment? J'ai écrit Terre du Vent. Terre du Vent a énormément plu en Algérie. Et il se trouve qu'il y a eu un lecteur qui avait lu un autre livre d'ailleurs, le mari de mon éditrice, qui avait lu un autre livre de moi, et je lui ai dit, mais non, c'est Terre du Vent que tu devrais lire, puisque tu es du même village. Il dit oui, c'est vrai. Alors il a cherché un petit peu où était cette ferme. Il s'est aperçu d'ailleurs qu'il la connaissait très bien, parce qu'il y allait quand il était petit avec son oncle. Et quand il est arrivé dans la ferme, il a rencontré des Chibani, qui ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah ben je viens la visiter parce que je connaissais une fille de cette ferme. Et les gens, les vieux messieurs lui ont dit, mais laquelle, Michel ou Catherine? C'est-à-dire que 60 ans, ben non, même plus, 70 ans plus tard, parce que c'est quand on était petite, c'était tout de suite après la Première Guerre mondiale, tu vois. Il se souvenait encore de nous. Alors je me suis dit, ah non mais là je pars. Hein. Et ses amis m'ont invité à Bélabès et on a été 2-3 fois à la ferme, on a tout revisité, on est allé au village, j'avais été très ému par cette histoire des institutrices assassinées. Donc on est allé voir leur tombe, leur monument. Au moment des événements de 90 et autres, je me suis dit, c'est mon pays et il est en train de souffrir. Tu vois, j'ai commencé à sentir ça assez et tu suivais du coup l'actualité à distance? Dans la mesure où on avait des informations crédibles, on n'avait pas grand-chose. Mais c'était atroce, et puis on a vu arriver les Algériens à ce moment-là.
Voilà, donc après, universitaire, dans les concours de recrutement, il y avait parfois des dames algériennes que j'essayais de favoriser un petit peu, enfin bon, c'était... Mais j'étais aussi déjà retournée en Algérie 2 fois. Dans quelles circonstances? À Mon quelle occasion? mari était au Rotary, et le Rotary de Marseille était jumelé avec le Rotary d'Alger. On y est allé une première fois pour porter du matériel scolaire pour les enfants de Boumerdès. Et puis on y est allé ensuite une seconde fois à Gardaïa pour porter aussi, là c'était du matériel. À Gardaïa, ils ont beaucoup d'enfants qui ont des jaunisses à la naissance et qui meurent. Donc du matériel de renouvellement du sang pour les enfants. Bon. Magnifique région aussi. Donc j'étais allé 2 fois en Algérie, et la première fois à Alger, c'était quand même peu de temps après les événements, et c'était encore très policier. Hein. Quand je suis arrivé à Oran, et qu'on a descendu la rue, je me souviens plus de son nom maintenant, c'était l'avenue Loubet autrefois, et qu'on débouche tout d'un coup sur la mer. Sur le front de mer, quel éblouissement. Ça, tu évoques ça, c'est les images que tu as au retour en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2015. Est-ce que tu as cherché à retrouver des endroits où tu avais vécu, ou des endroits ou des écoles? Oui. Ah bah écoute, d'abord, on est arrivé... Bon, j'étais toujours avec mon éditrice Marie-Noël Arras et son mari. Oui. On est arrivé d'abord dans une rue, je dis, ah ben c'est là où j'habitais. Donc, on y est allé, c'est la rue de la Remonte. On a vu l'immeuble, et Marie-Noël et Couder ont demandé au fils du gardien qui était devant la porte si on pouvait visiter. Et il m'a amené visiter non pas mon appartement dont il n'avait pas la clé, mais l'appartement voisin. Donc je suis retourné dans un appartement. Mais en revanche, mon école, j'ai été très déçu parce que j'avais été la dernière année du primaire dans une très très jolie école privée qui était dans une villa avec des ficus somptueux, des arbres. Je garde un souvenir de cette végétation de cette villa, et je voulais la revoir. Et en fait, la propriétaire même l'avait vendue, et elle avait été transformée en un garage. Donc là, j'ai pas revu mon école. Et mon école secondaire, alors elle était transformée en une gendarmerie, et les gendarmes ont voulu que nous éloigner. On a dit, mais j'ai vécu là, je voudrais voir. Non, 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 non. Ta vie en France, t'as-t-elle éloigné de l'Algérie? Ma vie en France était un peu, pas un reniement, mais un oubli de l'Algérie. J'ai construit ma vie tout à fait différemment. Tu évoquais que de temps en temps tu croisais des étudiants ou étudiantes algériennes? Oui. Ou des universitaires, hein, des jeunes femmes ou des jeunes gens. Soit on avait des étudiants algériens, j'étais professeur à Nanterre à l'époque, et ce doit être quand même au moment de ma thèse, à peu près en 95, 94, 95, on a eu l'arrivée des beurettes. C'est très amusant parce qu'on ne les avait pas connues jusque-là, et on a vu arriver des jeunes femmes, des jeunes filles, remarquablement intelligentes. Hein. L'Algérie a toujours été en fond de ma vie, mais je ne m'y intéressais plus. D'ailleurs, j'avais l'impression, à l'époque, j'avais vraiment l'impression d'être rejeté par l'Algérie. Ce qui n'était peut-être pas complètement faux. Hein. C'est peut-être pas complètement faux, en tout cas, j'ai préféré ne pas m'aventurer. Mais l'Algérie était toujours dans mon cœur. Et alors, tu sais, je le raconte sans arrêt, que je fais le rêve récurrent, que je fais encore, de retourner dans... Bon, c'est retour à l'enfance, hein, c'est pas... Mais je retourne dans la ferme, et je rêve qu'on m'y accueille bien. Et je suis très très heureuse. Et puis à la fin, je m'aperçois que ce n'est qu'un rêve. Cette question algérienne, les relations franco-algériennes restent un dossier, un sujet toujours très délicat. Très délicat, très délicat. Toi qui as vécu cette période, même si tu es rentré en France avant l'indépendance... Toute la guerre d'indépendance, je l'ai vécue en France, avec les informations, Europe 1 tous les matins qui nous annonçaient toutes les horreurs, Sakiat Sidi Youssef et autres horreurs. Et c'est pas du tout pareil que d'avoir vécu en Algérie. Et en même temps, tous les miens étaient là-bas, donc... Tes lectures, Michel, tes lectures depuis quelques années portent également beaucoup sur des livres qui parlent, qui évoquent l'Algérie? Oui, d'autant que justement avec Djilali Bencher dont je parlais,
nous faisions partie du jury d'une association qui s'appelle l'ADELF, l'association des écrivains de langue francophone, ou de littérature francophone, je ne sais jamais, qui a diverses sections. Il y en a une en Suisse, il y en a une tout au Canada, enfin toutes les parties francophones, et il y a une section Maghreb. Et Djilali était le président de la section Maghreb, et moi j'ai eu un prix par cet organisme, et ensuite je suis entré dans le jury. Donc j'ai lu pas mal de littérature, j'ai lu des trucs très chouettes. Hein. J'ai lu Rue Verlaine, bon, j'ai lu les grandes là, Assia Djebar, les nouvelles. Alice Zéniter, mais voilà, Alice Zéniter, oui. Et d'avoir rejoint les éditions Chèvrefeuille étoilée, éditions plutôt qui mettent en avant le travail des femmes. Ce sont des éditions féministes, Chèvrefeuille étoilée. D'ailleurs, elles ont monté cette maison d'édition parce que déjà elles avaient une association à Belle-Abbesse qui donnait la parole aux femmes. Et on s'aperçoit que les femmes n'ont pas souvent la parole, n'écrivent pas, etc. Donc au départ, elles avaient commencé par faire une revue où elles auraient recopié l'oral. Et puis peu à peu, elles ont fait une maison d'édition où elles ont carrément donné aussi la parole aux femmes. Avec des livres magnifiques. Michel, veux-tu nous lire un extrait d'un de tes livres? Mais ne me dites pas que c'était de sinistres colons ou de sanguinaires terroristes. C'était des gens comme vous, comme moi, des humains avec leur part de soleil et leur part d'ombre, pris dans une guerre sans merci, terrifiés, ivres de haine et exaltés de patriotisme. Mourir pour ses idées, disait Brassens, au grand scandale des amateurs de gloire, d'accord, mais de mort lente. Et je parle ensuite de cette jeune femme dont je t'ai parlé, qui est morte à 18 ans. Que penses-tu, Michel, des gens qui disent le temps passé qui ne passe pas? Qu'est-ce que t'inspire cette réflexion par rapport à l'histoire algérienne, à tous ces témoignages? Ah ben oui, c'est ce qu'on le met d'ailleurs, Leïla Sebar m'en avait passé. Déjà m'avait donné cette citation merveilleuse. Le passé n'est jamais mort, en fait il n'est vraiment pas passé. C'est une citation de Faulkner. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que dans le présent, le passé est là, tapis, et il est prêt à ressurgir à tout moment. Toi qui évoques souvent les présences. Et les présences, oui. Et le fait que les arbres ne nous oublient pas. Que les arbres ne nous oublient pas, que les lieux sont pleins. Cette ferme, alors les fermes algériennes étaient souvent des carrés. Enfin, c'était leur façon de se fortifier contre l'ennemi. Bon, je ne sais pas quel ennemi, mais enfin bon. Et je me suis retrouvé là, dans ce carré, mais tu ne peux pas savoir à quel point ça parle. C'est un endroit où des gens ont vécu, il y a... les murs te parlent. La terre. La terre. On sent ça d'ailleurs très bien dans certains lieux. Merci beaucoup, Michel, merci beaucoup. Bah, écoute, je te remercie aussi. C'était un très bon moment pour évoquer ce pays que nous aimons bien.